Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de Formule 3. Alors, je vais faire un peu le même début de vidéo que pour la F2. Donc, il n'y aura pas d'affichage, il n'y aura pas d'habillage, contrairement à d'habitude, parce que il faut que je mette en ligne tout ça très rapidement, parce que je ne vais pas être disponible la semaine prochaine et que j'ai beaucoup de vidéos à faire ce dimanche. Donc voilà, en termes d'encodage, il faut que ça aille vite. Ça me permet également de les mettre en ligne un peu plus rapidement comme ça. On va essayer de faire une vidéo qui dure à peu près un quart d'heure. Bon, pour la F2, j'ai pas respecté ce timing. Je crois qu'on sera aux alentours de 20 minutes. Je l'ai pas encore monté pour le moment. Je fais la vidéo juste après les deux courses. On est dimanche 13h33. Nous sommes le 2 août. Voilà. Et puis, c'est parti pour ce Grand Prix numéro 1 de Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne du côté de la F3, c'était des Grands Prix plutôt animés avec encore pas mal de safety cars, ce qui est un petit peu habituel dans cette catégorie. On a vu des belles choses, les leaders peut-être un petit peu en difficulté, c'est un peu similaire à la F2 même si c'était un peu moins présent qu'en Formule 2 cet aspect-là de la course. Et puis des déceptions qui commencent à être récurrentes également au fur et à mesure des meetings. Mais on commence tout de suite par les Français et les francophones surtout. Vous savez, hein, il y a le cas Clément Novalak, franco-suisse qui roule avec une licence britannique, donc je peux pas dire autre chose qu'il est francophone. Clément Novalak qui a eu un week-end très intéressant encore une fois, c'est pas la première fois. Je trouve que ça ressemblait énormément à son premier meeting du côté du Red Bull Ring. C'est également un circuit qu'il maîtrise, vu qu'il a fait de la F3 britannique. La F3 britannique est obligée de passer à Silverstone, donc c'est un circuit qu'il connaissait déjà beaucoup mieux, par exemple, qu'un Théo Pourchaire. Et on sait qu'à Silverstone, il faut rouler beaucoup. Il faut un peu limer cette piste pour passer à fond à Beckett-Chapelle. C'est des virages où il faut mettre du cœur pour passer dans ces sections-là. Donc il faut avoir, du courage pour être performant sur ce circuit. Et Novalak, il l'a été parce que donc une qualif moyenne, 11e, mais mieux que ses dernières courses. C'est un peu son problème à Novalak, c'est sa qualification pour le moment à F3 parce qu'il a été qualifié 14e au Red Bull Ring pour la première course. Je crois qu'après, c'était toujours au-delà de la 20e place. Donc là, il était 11e, donc c'était mieux. Avec une qualification qui avait lieu sur des températures très élevées, contrairement à la Formule 2. Il faisait très chaud vendredi du côté de Silverstone. Il faisait au-delà de 30 degrés, donc on était à pas loin de 50 degrés piste, déjà à 14h. Et donc les pneus fonctionnaient pas idéalement sur un tour complet, même les pneus de Formule 3. En course 1, il est bien remonté, comme il avait fait lors du Grand Prix d'Autriche, avec une 8e place, là encore, très bon rythme. Il passe devant des pilotes qui étaient mieux qualifiés que lui. Donc ça, c'est toujours satisfaisant. Il avait un rythme très très proche de Fernandez. Il a même marqué le meilleur tour en course. Donc ça, c'est encore une satisfaction pour Novalak, mais c'était vraiment le pilote qui sur la deuxième partie de course avait vraiment le meilleur rythme. C'était vraiment le pilote qui roulait le plus vite sur cette deuxième partie de course, et ça c'était extrêmement bon. Et puis en course 2 eh bien il finit troisième. Là encore, très bon rythme de course, il a réussi à bien gérer, à bien maîtriser les pneus. Il a tenté de dépasser Beckman, mais il n'a jamais réussi. Smolyar a, je trouve, défendu de manière beaucoup trop intense sa position en faisant beaucoup de zigzags, ce qui aurait pu valoir au moins un drapeau noir et blanc, mais peut-être même plus, parce que Beckman pouvait vraiment pas le dépasser. Et comme Beckman pouvait pas le dépasser, Novalak pouvait pas vraiment dépasser Beckman, parce que Beckman avait le DRS. Donc quand vous suivez une voiture qui a déjà un DRS, le phénomène d'aspiration est beaucoup moins important. Parce que vous êtes beaucoup moins protégé du vent de la voiture de devant, donc vous avez tendance le phénomène d'aspiration disparaît légèrement. Mais voilà, deuxième podium de la saison pour Clément Novalak, dans une équipe Carlin qui n'est pas la meilleure équipe, c'est même un de ses équipiers qui est parti. J'ai oublié son nom, l'équipier qui est parti, qui était avec Novalak, je vais vous le dire tout de suite, il faut que je retourne sur Auto Hebdo pour revoir ça. Mais Novalak, qui a fait un très très bon week-end dans une équipe Carlin qui n'est pas l'équipe la plus
facile, qui n'est pas l'équipe qui aujourd'hui est la meilleure, contrairement à il y a quelques années. C'est vrai que Carlin, qui était vraiment une équipe très très forte, aujourd'hui c'est un peu moins le cas dans ces catégories-là. Donc il faut voilà, toujours faire un petit peu attention à son rythme, mais je trouve qu'il a été vraiment très bon. Et à lui de continuer comme ça dans les week-ends à venir, parce que ça sera une obligation pour lui et Novalak, c'est de réussir à marquer des points, à s'imposer pour pouvoir aller l'année prochaine dans une équipe un peu plus huppée, ou marquer les esprits des recruteurs des académies de jeunes pilotes, parce que pour l'instant Novalak fait partie de ces pilotes qui montent en F3 mais sans être dans une académie de jeunes pilotes, ce qui n'est jamais facile. C'est Barnicot, voilà, qui a remplacé Ahmed chez Carly. C'était Ahmed qui a décidé de quitter, c'est ses sponsors et lui qui ont décidé de quitter l'équipe pour aller on ne sait pas où. Décision un peu surprenante, surtout. Alors ça arrive souvent en F3, qu'on ait des pilotes comme ça qui partent. On ne sait pas trop si c'est pas Carlin plutôt qui lui a demandé de partir. Théo Pourchaire, week-end beaucoup plus difficile pour Théo. Malgré des essais libres où il était en tête, mais comme c'est souvent le cas dans cette catégorie, vous pouvez être en tête après les essais libres, c'est souvent compliqué derrière pour les pilotes qui sont arrivés en tête aux essais libres d'être performants en qualification. On l'avait vu par exemple avec Zandelli, je crois me rappeler, qui avait fait des bons essais du côté de l'Autriche et qui pourtant en course n'avait pas réussi à concrétiser vraiment ça. Bien pour Cher, ça a été compliqué, une course 1 où il partait 13e sur la grille de départ et il finit 12e sans avoir un rythme incroyable, parce qu'il finit quand même à 6 secondes de Richard Verschoor qui était juste devant lui. Il a eu une grosse bagarre avec Lirim Zandelli pendant une grande partie de la course, mais c'était vraiment pas dingue le rythme qu'avait Théo Pourchaire. En course 2 c'était un peu mieux avec une 8e place, mais bon, il perd quand même pas mal de points, et tous les observateurs qui disaient oh là là, on tient le futur champion du monde de Formule 1 et il va remporter le titre de Formule 3. Non. Un titre de Formule 3, ça demande beaucoup d'expérience. Ça demande quand même de l'expérience. L'année dernière, c'est une saison particulière. Et Schwartzman avait déjà un peu d'expérience dans d'autres catégories. Il faut rappeler quand même que Pourchaire a simplement 16 ans. Il n'a pas une grande expérience aujourd'hui dans les sports mécaniques. Et il a été champion, mais de F4. Et la F4, encore une fois, il y a un gap de performance assez important. On s'est aperçu déjà de ça l'année dernière avec Zandelli, qui était champion de F4 Allemagne, qui avait eu beaucoup de mal sur sa première saison de F3. Ben, c'est un peu pareil pour Théo Pourchaire, voilà. Il s'en sort mieux que Zandelli, mais il y a encore beaucoup de travail. Il est dans une bonne formation qui est ART, mais ça ne veut pas dire qu'il sera champion à la fin de saison. Et de toute manière, même si tu es champion à la fin de saison, il ne monterait pas tout de suite en Formule 1. Il faut acquérir de l'expérience. Et il ne serait pas tout de suite performant de toute manière en Formule 1, parce que Verstappen, il a mis du temps avant d'être régulier et surtout performant en Formule 1, de comprendre c'était quoi la Formule 1. Et là, pour Cher, bah voilà, faut qu'il apprenne, faut qu'il expérimente des réglages, faut qu'il apprenne les circuits. Il n'était jamais allé à Silverstone. Voilà, et puis après, dans les années à venir, foncièrement, oui, il y a du potentiel. Mais il y a eu beaucoup de pilotes qui avaient du potentiel et qui n'ont pas réussi derrière en Formule 1. Donc, avoir du potentiel ne veut pas dire que tu arriveras en Formule 1. Jolyon Palmer, à une époque, on disait qu'il y avait beaucoup de potentiel. En F1, ça avait fait de la bouse. Stoffel Van Dorn, pareil. En F1, ça n'a pas été bon parce qu'ils sont arrivés, je pense, pas assez bien entourés. Et il faut arriver avec beaucoup d'humilité quand on arrive en Formule 1 et dans ces catégories-là, et même en F2, il faut arriver avec de l'humilité, ce qu'avait fait Anthony Hubert assez bien quand il est arrivé en F2 l'année dernière. On passe aux pilotes au top. Et on commence avec Liam Lawson, très bon week-end de Liam Lawson, lui qui était sur 3 abandons consécutifs, dont une course en Hongrie où il avait eu des problèmes mécaniques, mais il a pas été verni vraiment par le début de saison, le néo-zélandais. Liam Lawson qui a fait des courses régulières, là une course 1 qu'il remporte vraiment avec la manière, parce que il démarre très très bien, mieux que Logan Sargent. Et puis ensuite, il conserve un très très bon rythme pendant toute la course, malgré les safety cars. Il a toujours bien relancé également. C'est là où on voit que c'est un pilote qui commence
désormais avoir pas mal d'expérience, contrairement par exemple à un Théo Pourchaire, même si Théo Pourchaire s'en était très très bien sorti du côté de l'Autriche. Non, c'était pas l'Autriche, c'est la course d'après en Hongrie. Mais Liam Lawson, voilà, il a de l'expérience. C'est un pilote qui est attendu également par Red Bull pour performer, il faut le dire. Red Bull attend pas mal de ce pilote. Quand on voit en plus les résultats en ce moment de Daruvala, on peut se dire que Liam Lawson l'année prochaine en F2, c'est quelque chose qui est totalement réalisable pour le pilote néo-zélandais, mais pour ça il faut qu'il montre qu'il a du rythme. Malgré tout, quand il est épargné par les problèmes mécaniques, il est là la plupart du temps, à part en Autriche sur la deuxième course où il avait fait cette fameuse erreur avec Jake Hughes où il avait un peu trop attaqué. Mais c'est un pilote qui a du talent, c'est un pilote qui est très expérimenté. À lui maintenant de faire fructifier ces qualités-là pour arriver en F2 l'année prochaine. On continue avec Beckman. David Beckman, le spécialiste numéro 1 des courses numéro 2. Des courses avec grille inversée, parce que depuis le début de la saison, il en a quand même gagné, ou il a été sur le podium de quelques-unes. Là encore, il s'en sort bien parce que son week-end en qualif, il est simplement 12e, mais après, derrière, en course 1, il finit 9, ce qui fait qu'il se retrouve en première ligne, et puis il finit 2 de cette course sprint, juste derrière Alexander Smoljar, sans avoir vraiment pu dépasser Smoljar. C'est pour ça que Smoljar, je ne l'ai pas mis dans les plus, parce qu'il m'a énervé pendant toute la course à faire des zigzags dans tous les sens. Beckman ne pouvait absolument rien faire, donc ça j'ai trouvé ça très décevant de la part de Smoljar. Mais Beckman, très grand rythme en course 2, maintenant il faut qu'il travaille vraiment en qualification, parce qu'il s'en sort pour le moment, mais il y a un jour où ça va plus marcher de gagner des courses 2. Et puis même gagner des courses 2, c'est toujours, déjà ça donne moins de points au championnat, mais c'est pas aussi remarquable, et souvent on va dire les directeurs d'équipe s'intéressent beaucoup moins aux pilotes qui gagnent beaucoup de courses numéro 2. Les équipes de F2 et de Formule 1 ne s'intéressent pas trop aux deuxièmes courses, il faut le dire. À part quand c'est un pilote qui partait 8e et qui se retrouve sur le podium. Ce qu'a fait par exemple Piastri en Hongrie. Souvent, on regarde pas trop les courses 2 parce que on considère que quand vous partez en pole, c'est que vous n'avez pas été très performant en course 1 quand même. Bon, après Beckman, on sent que c'est un pilote qui est spécialiste de cette discipline et ça lui permet quand même d'avoir une bonne place au championnat, mais il va falloir vraiment qu'il travaille quand même son rythme en qualification pour être plus performant. Et puis on termine avec l'américain Logan Sargent. Sargent qui était l'année dernière chez Carlin, qui avait été en difficulté, enfin Carlin n'avait pas été incroyable pendant toute la saison. De toute manière, qui arrivait chez Prema, un peu à la surprise générale parce qu'on ne s'attendait pas forcément à lui chez Prema. Et pourtant, il a été performant avec... performant. C'est surtout qu'il arrive à être régulier, Logan Sargent. 3 là encore, 5, 6 en course 2. Quand on regarde un petit peu le tableau de ses résultats, Logan Sargent, on s'aperçoit qu'il y a une 2e place lors du Grand Prix d'Autriche. Il y a eu une 4e place... une 6e place et une 2e place, c'était du côté de la 2e course du Grand Prix de Styrie, 3e, 4e en Hongrie, 3e, 6e. Il a un résultat blanc, c'était la course 2 au Grand Prix d'Autriche, mais ça lui permet tous ces bons résultats de revenir sur Oscar Piastri, d'être le dauphin au championnat pour Logan Sargent. Il faut qu'il continue à être très régulier. Faut qu'il travaille ses départs parce que je trouve que depuis le début de saison sur les phases de départ souvent ça patine et qu'il perd des positions. Ensuite quand il aura réussi dans ces domaines-là, eh bien, il pourra foncièrement prétendre à mieux et prétendre à être encore devant pour les prochaines courses. Et puis on passe au bonnet d'âne, on va essayer d'aller assez rapidement parce qu'ils sont assez récurrents ces bonnets d'âne. Je commence avec Max Futrell. Max Futrell tout le week-end en difficulté, c'est pas la première fois qu'il est dans ce classement. Le pilote britannique Max Futrell, 4e pourtant en qualification, abandon en course 1, ça lui pourrait un petit peu son week-end en course 2, mais Max Futrell, c'est un pilote qu'on attendait beaucoup mieux au classement du championnat, qui est simplement 17e avec 5 points. C'est un pilote qui, je rappelle, fait partie de la Renault Academy, et pour le moment, on peut pas dire qu'il fait vraiment honneur à cette académie de jeunes pilotes.
Quand on le compare à Oscar Piastri, on voit qu'il est largement derrière. Quand on le compare à Pourchaire, parce que pour moi, un pilote français qui est performant, forcément Renault s'y intéresse, et foncièrement, c'est derrière. On s'aperçoit, faut quand même pas négliger qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière, par exemple Victor Martins en Eurocup, qui avait fini deuxième l'année dernière et qui a redoublé en Eurocup. Donc, du côté de Futrell, il commence à avoir un âge assez avancé. Il était cette année il est dans une équipe qui est quand même intéressante, a été Grand Prix. L'année dernière, il était chez ART, il était derrière même Beckman chez ART, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant pour le moment les résultats de Max Futrell sur cette saison, et si ça continue comme ça, je pense que Renault va l'enlever de son académie de jeunes pilotes, parce qu'on sait que ça va assez vite chez Renault pour se faire dégager. Ça va un peu moins vite que dans les années 2000, où dès que vous faisiez de mauvais résultats, vous étiez dégagé un peu comme chez Red Bull. Mais bon, Futrell, va falloir vraiment là qu'il accélère. Vraiment, va falloir qu'il gagne des courses, là, parce que sinon, il s'en sortira jamais. On va passer à David Schumacher. David Schumacher, encore un week-end compliqué, 25e en course 1 et des bons derniers à un tour. En course 2, il finit simplement 15e. Week-end, et puis en qualification, il était 27e à 1 seconde 4. Dernier pilote Charouz en plus pendant tout le week-end. Là aussi, voilà, quand vous êtes. Et pourtant, les autres équipiers sont quand même pas exceptionnels. C'est-à-dire qu'Igor Fraga, certes, il est champion Grand Turismo, mais pour le moment, il nous a pas montré grand-chose. Et puis, Roman Stanek, c'est un petit peu l'invisible dans cette catégorie, parce que pour vous dire, je crois que je ne l'ai pas souvent vu sur les caméras de télévision, Stanek, et il est toujours en dehors du top 10, ça c'est clair et net, mais on ne peut pas dire qu'il a été hyper performant, le pilote tchèque. Du côté de David Schumacher, c'est un constat quand même qu'on peut faire, c'est que tous les pilotes qui sont passés par la F3 régionale, on ne peut pas dire qu'ils soient ultra performants. Même Vesti, pour l'instant, si vous regardez au classement du championnat, c'est le dernier pilote Prema, assez loin de Sargent et de Oscar Piastri. Quand vous regardez le Norvégien Denis Hauger, il est simplement 13e de ce classement. Schumacher n'a pas marqué, Florsch n'a pas marqué non plus. Et là, on se dit que dans cette catégorie de F3 régionale, on a un peu peur du talent. Normalement, c'est une catégorie qui doit permettre d'accéder à la F3 normale. Et c'est vrai qu'encore cette année, si vous enlevez Arthur Leclerc et un ou deux pilotes, ils sont simplement 11 au départ du premier meeting. Là aussi, ça vous dit déjà la qualité du plateau. Quand vous êtes que 11, il y a déjà un petit problème par rapport à l'Eurocup. On s'aperçoit quand même que tous ces pilotes-là sont en retrait par rapport aux pilotes qui ont fait de l'Eurocup. Et ça, c'est inquiétant, même aux pilotes qui font de la F4 en Allemagne et en Italie, qui sont un peu meilleurs. Pourtant, c'est une catégorie qui, normalement, fait le lien entre la F4 et la F3 championnat du monde. C'est une catégorie qui sert de tremplin un petit peu pour la F3 championnat du monde. Mais on ne s'en aperçoit absolument pas quand on voit les résultats pour le moment des pilotes qui font partie de cette catégorie. Et David Schumacher, qui pourtant a fini 3e du championnat de F3 régional, oui, mais il y avait, je crois, 13 ou 14 pilotes. Alors moi, j'avais plutôt trouvé qu'il était performant dans cette catégorie. Mais bon, il semblerait qu'il n'arrive pas à transposer ça sur les F3 traditionnels. Et puis on termine avec Fernandez, comme la semaine dernière, comme déjà sur quelques courses, Sébastien Fernandez. Rapide, mais ça suffit pas. Il faut réussir à être fiable, il faut réussir à pas faire d'erreur, à être intelligent en course, et ça c'est des éléments qui lui manquent aujourd'hui à Sébastien Fernandez, parce qu'encore une fois en qualification il fait 7, c'est quasiment sa moins bonne qualification depuis le début de saison, mais en course 1 on le voit peu. Alors il fait 7 et encore je pense qu'on lui a dit de se calmer pas mal, et puis en course 2 il se prend un stop and go pour une erreur absolument stupide qui est mérité les 10 secondes de stop and go, et derrière ça lui coûte énormément de points encore au championnat. Il manque énormément de régularité, c'est quand même un pilote qui est déjà à sa 2e saison, qui est chez ART, donc on attend qu'il soit devant, et pour le moment il est derrière ses équipiers, il est derrière Smoldiar, il est derrière également Théo Pourchaire. C'est quand même vraiment inquiétant de la part du pilote espagnol de se retrouver, qui court sous licence espagnole, parce qu'il y a des nationalités, je crois, vénézuéliennes. Mais en ce moment, Venezuela, vu la situation dans le pays, c'est pas facile. Mais du côté de Sébastien Fernandez, on attend beaucoup mieux de ce pilote-là, et il va falloir qu'il nous le montre
très rapidement, sinon ça va être compliqué dans les mois à venir pour le pilote espagnol. On passe au classement du championnat du monde, je ne vous l'affiche pas, mais je vous dis les résultats pour l'instant. C'est Oscar Piastri qui mène avec 94 points devant Logan Sargent à 11 points derrière avec 83 points. On retrouve ensuite David Beckman, mais déjà à plus de 30 points d'Oscar Piastri. Liam Lawson derrière qui est à 40 points, lui d'Oscar Piastri. Et puis Frédéric Vesti. Théo Pourchaire est 6ème, donc on voit que son meeting lui a coûté vraiment beaucoup de points. Ensuite Richard Verschoor, Alex Peroni, Alexander Smoliar, Clément Novalak. Parmi un peu les déceptions de ce début de saison, Jack Hughes, Max Futrell, Sébastien Fernandez, Denis Auger. Et puis des pilotes, ils ne sont pour le moment que 18 à avoir marqué des points, donc il y a encore quasiment 12 pilotes qui n'ont toujours pas marqué des points dans ce championnat. Et puis on passe au classement constructeur. Pour le moment, c'est Prema qui est devant assez largement, avec quasiment 130 points d'avance sur RT Grand Prix qui a 104 points. On retrouve ensuite Trident avec 98 points. Puis Hightech avec 73 points, MP Motorsport 57 points, Campos 40 points, Cardin 29 points, HWA non, pas de WWT en S3 à 18 points. Et puis Charouz et le Janzer Motorsport n'ont toujours pas marqué de points, ce qui commence à être inquiétant parce qu'il ne reste plus beaucoup de meetings pour le faire pour ces deux équipes qui font un petit peu de la peine. Surtout le Janzer Motorsport, on se demande s'ils ont été intelligents d'aller dans cette catégorie alors qu'ils ne sont pas présents en F2. C'est un petit peu décevant de la part de l'équipe suisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On aura également le débrief F2, donc je ne sais plus dans quel sens ça va paraître. On parlera également des audiences, on parlera également encore de cyclisme avec le débrief du Tour de Burgos, et puis la F1 qui normalement est déjà sur la chaîne également. Voilà un programme chargé si vous ne savez pas quoi faire pendant cette première semaine du mois d'août. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.